On a un titre un peu provocateur. Bien vieillir, un luxe ? Point d'interrogation. Donc ce que je vous propose déjà, c'est que vous me donniez chacun, de façon courte, votre définition du bien vieillir, pour qu'on soit tous alignés, et votre définition du luxe. Maëlig. Très simple. Bien vieillir, c'est bien vivre. Et le luxe, c'est superfétatoire. Jérôme. Moi d'abord, je suis embêté avec le terme de bien vieillir, parce que il faut que j'apporte la contradiction, hein, c'est mon tempérament. Parce que je trouve que dans bien vieillir, il y a une forme d'injection normative qui enjoint à la personne la responsabilité de bien vieillir. Ça veut dire quoi bien vieillir ? Est-ce que ça veut dire, ou même vieillir bien ? Est-ce que ça veut dire vieillir longtemps ? Est-ce que ça veut dire vieillir sans ressembler à un vieux, vieillir en apparaissant jeune ? Et puis je trouve que ça a une sorte d'inversion un peu accusatoire en disant attention, si vous ne vieillissez pas bien, c'est un peu de votre faute. Alors il y a une part de responsabilité, comme dans tous les comportements de santé de l'individu, mais moi ce qui m'intéresse dans le questionnement sur le bien vieillir, moi je l'ai pris, y compris, et comme ça je réponds sur le luxe, c'est faire une société de la longévité. Est-ce que c'est un luxe pour nos sociétés contemporaines ? C'est-à-dire, quelle est la part ? Ça fait le lien avec les débats sur la répartition de l'effort budgétaire, que ce soit pour des individus ou des entreprises privées ou pour des acteurs publics. Est-ce qu'on est capable de dégager les moyens qui sont nécessaires pour que ce ne soit plus une affaire strictement individuelle, même si elle l'est aussi, mais aussi une affaire collective, ce bien vieillir. Et le luxe, c'est, est-ce que c'est pour la société la capacité de s'adapter au vieillissement ? C'est important ce que tu as introduit, cette notion sociétale par rapport à la notion de l'individu. Ouais, il a tout dit, du coup. Non, mais vas-y, lâche-toi. J'aurais jamais dû lui permettre de parler avant moi. Pour moi, le sujet essentiel dans le bien vieillir, c'est la notion de longévité, en fait. C'est la compréhension individuelle, pour la longévité individuelle, qu'on a un capital à gérer de santé et d'autonomie tout au long de sa vie. Et ça peut expliquer derrière tout ce qu'on essaiera d'aborder, qui est l'augmentation, les santé publiques, ils aiment bien dire ça, de la littératie en santé, notre capacité à mieux comprendre, nous, nos enjeux, à titre individuel, pour vieillir longtemps. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de vieillir, c'est de gérer notre longévité. Et c'est pareil au niveau du groupe, de la nation, par exemple, nous concernant en France, c'est comment on arrive à construire l'environnement qui va bien, à la fois social, à la fois aussi environnement au sens écologique du terme, pour qu'on puisse gérer notre capital de longévité individuelle dans un collectif qui nous permette de faire ce qu'on a à faire, une fois qu'on a compris ce qu'on avait à faire. Oui, mais dans ce que vous dites quand même, cette notion du bien vieillir, on est bien en opposition avec ces notions de dépendance, etc. On est bien dans l'autonomie de la personne par rapport à cette longévité. Tu n'as pas répondu sur le logique du luxe, parce que finalement, cette vision sociétale que vous évoquez du bien vieillir, si on reste dans une logique de société, c'est un luxe ou c'est une obligation ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas le choix et est-ce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans cette société du bien vieillir ? Parce que sinon, le système pourrait exploser. C'est quoi les chiffres clés qui doivent nous interroger dans cette discussion ? Les chiffres clés, ils sont connus, et ils sont connus depuis longtemps, parce que, pour le coup, la démographie, c'est une discipline avec on va dire, des projections assez robustes, sauf guerre ou événements de ce type-là, quoi. Donc on sait très bien ce qui nous arrive, là maintenant, depuis déjà assez longtemps. C'est plutôt ça la question, c'est pourquoi on parle là maintenant, beaucoup plus, c'est vrai, mais depuis peu de temps, du sujet du vieillissement de nos populations dans le monde entier d'ailleurs, hein, hors Afrique subsaharienne. Donc les chiffres clés, c'est de passer de 22% à 29% de notre population de plus de 65 ans en un temps très court à l'échelle d'une nation, donc de 2 décennies. C'est de ce fait aussi, si tout est pareil, d'augmenter malheureusement le nombre de nos dépendants, 3 millions en 2030, 4 millions avant 2050. Donc, et quelle est la proportion en ALD dans tous ces vieux ? Marguerite tout à l'heure a dit quelque chose de très important comme donnée, qui était que on était à presque un quart à terme de la population française sous ALD, sachant que les ALD, entre guillemets, les patients avec ALD consomment les 3/4 du soin. Donc ils sont surtout des personnes âgées, très important. De plus de 65 ans. Plutôt des personnes âgées. Après, il y a un autre chiffre, c'est qu'on sait que les plus de 75 ans consomment presque 3 fois plus de soins que les moins de 75 ans. Or, dans ce qui est en train de se passer dans le vieillissement de notre population, c'est l'explosion des plus âgés. Je parlais des plus de 65 ans, mais c'est bien dans les 25 ans qui viennent, les plus âgés qui augmentent en valeur absolue de manière très importante. Mais ce que tu sous-entends là, en fait, c'est un élément important. Pour moi, ça a été un peu une révélation en préparant cette table ronde. C'est que finalement, c'est pour une société, cette notion du bien vieillir, de maintenir l'autonomie,
c'est vraiment une obligation que l'on a. Sinon, on fait péter le système. On parlait des attention sur les chiffres. On a l'impression que sinon, on va avoir devant nous des dépenses absolument considérables, si voir les différents débats, et notamment de ce qu'évoquait Marguerite Maïlig. Oui, peut-être pour illustrer, notre dépense considérable peut-être, mais aussi les moyens humains nécessaires pour l'accompagner. Aujourd'hui, on perd des emplois dans l'aide à domicile. Il nous en faudrait 300 000 de plus à l'horizon 2030. On n'y est pas. Donc, bien vieillir et vieillir en bonne santé, c'est un besoin essentiel si on veut pouvoir passer la vague. Donc ce sujet de l'attractivité des métiers qui est lié au bien vieillir, il faut vraiment l'intégrer dans notre raisonnement. On sait que la prévention, on en parlait, mais aussi la capacité à pouvoir se projeter sur des solutions qui sont moins coûteuses en ressources humaines font partie des enjeux. D'accord, non, oui. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Maëlig, ce sujet de divergence entre notre capacité RH à faire face aux besoins, elle est extrêmement importante, même avec une augmentation prévue. Je donne l'exemple des IDE, même si on arrive à 820 000 qui est la cible, il nous manquerait par rapport à maintenant, vu l'augmentation des besoins, 80 000 IDE. Oui, mais par rapport à maintenant. Est-ce qu'il nous faut des soignants ou est-ce qu'il nous faut des aidants? Si on a une logique de l'autonomie du domicile, et dont on y reviendra, est-ce qu'on n'est pas dans des métiers existants, voire des nouveaux métiers de l'accompagnement, et pas ne sanitarisons pas le système? Non, mais c'est d'abord ça le sujet. Même si on est à Cham, la vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse a, je parle sous le couvert du médecin et des nombreux médecins dans la salle, des pathologies qui lui sont associées. Mais là, on parle de la place du vieillissement dans la société. Et, pardon d'utiliser des grands mots, mais on fait face à une révolution anthropologique, quasi civilisationnelle. C'est la première fois qu'on va voir cohabiter 4 générations. C'est la première fois qu'on va avoir un temps de vie hors du temps du travail qui va être plus long que le temps de la formation. C'est-à-dire que le moment où on va avoir une espérance de vie après la fin de l'activité professionnelle qui va être plus longue que le temps de 0 à 20, 21 ans, 22 ans, qui est le temps de la formation. Et ça pose des questions qui, avant d'être des questions sanitaires ou des questions médico-sociales, sont des questions sociétales. Quelle est la place des vieux dans la société? Dans une société qui a plutôt un regard qui est matricé par les valeurs dominantes, qui sont celles qui matricent nos sociétés, qui est celle de la vitesse, de l'immédiateté, du profit, de l'image, là où la vieillesse véhicule des termes qui ne sont pas au milieu du village, qui sont ceux de la lenteur, de la sagesse, de la tempérance, de la transmission. Et donc là, on a un petit bouleversement, encore une fois, anthropologique, je réutilise ce terme, on parle souvent de cette phrase célèbre de Claude Lévi-Strauss qui disait que l'allongement de l'espérance de vie était une révolution anthropologique aussi importante que la sédentarisation au néolithique, c'est-à-dire un moment où on a un bouleversement de l'organisation de la société parce qu'elle sédentarise, parce que, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc quand on a cette alerte-là, on a pour le coup une sidération, et c'est moi ce que je viens porter là, parfois avec un discours un peu anxiogène et catastrophique, ce n'est pas une question de luxe ou pas de luxe, c'est une question de est-ce que nous nous confrontons à une crise du vieillissement dans les années qui viennent, parce que pas uniquement sur le bout de la pointe, qui est celui de la perte d'autonomie, de la dépendance, du grand âge très exigeant en termes d'accompagnement médical ou même médico-social, mais tout simplement parce qu'on aura une massification des fragilités présentes dans la société. Et là, ça renvoie au débat précédent. C'est comment une société s'adapte au vieillissement. Et l'adaptation au vieillissement, ça s'appelle la prévention de la perte d'autonomie, la place des personnes âgées, le refus de leur invisibilisation, le refus d'un agisme latent qui consiste à dire c'est coûteux, ça pose un problème, on ne sait pas comment faire, alors qu'on aura de plus en plus de ces vieux-là qui ont une utilité sociale pour la grande partie des retraités actifs, qui ont des fragilités mais qui sont présents dans la ville. Et là, la crise du vieillissement, c'est quand on aura des vieux qui ne peuvent plus utiliser des services publics, qui n'ont pas de banc dans leur ville, qui n'ont pas de toilettes publiques, qui n'ont pas d'accès au transport. Et du coup, le risque d'une société qui est déjà assez fracturée, qui en plus va s'ajouter à toutes les guerres qui la traversent, une guerre des âges où on dira mais on a ces vieux invisibilisés qui sont en difficulté, mais dont on dit par ailleurs dans le débat public qu'à l'échelle macro, c'est eux qui ont bénéficié des 30 glorieuses et à qui on demande de financer par eux-mêmes le risque social nouveau auquel ils sont confrontés. Oui, mais tu abordes un sujet, tu l'as évoqué, c'est que finalement on voit bien que le sujet quand même de la prévention, de faire en sorte que les vieux puissent avoir leur vie et pouvoir avoir cette autonomie, on aborde
et tu l'as dit par rapport à la réunion juste avant, la table ronde avant, on aborde bien le sujet quand même en plein, le sujet de la prévention de la perte d'autonomie. Comment je reste autonome, comme je le souhaite. C'est quoi les leviers aujourd'hui de la prévention? Parce qu'on a la prévention dans le champ du sanitaire, on a la prévention dans le champ du social et du médico-social. Je voudrais commencer par la prévention dans le champ du sanitaire. Parce que comment on embarque, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, comment on embarque les vieux? Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir? Comment on fait pour en sorte que les vieux se vaccinent? Je prends l'exemple de la vaccination, parce que c'est quand même un sujet dingue de se dire qu'on a autant de personnes âgées qui ne se vaccinent pas. C'est quoi les leviers? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie notre système, ce dernier kilomètre, la médiation en santé? Dans votre expérience, qu'est-ce qui, demain, permet d'embarquer les vieux, en sachant que nos retours sur investissement est probablement rapide, puisqu'on est sur des temps courts? Olivier? Pour moi, il y a deux éléments dans ce que tu dis. Le premier, c'est, on va dire, l'empowerment tel que défini dans les plans européens, c'est-à-dire notre capacité, j'en parlais, de comprendre mieux nos sujets, et du coup d'être plus tolérant aux changements de comportement qui sont nécessaires, individuels, pour préserver son capital santé et autonomie. Moi, je ne différencie pas trop le sujet de la prévention en santé et celle de la prévention de la perte d'autonomie. Il y a des différentiels, bien sûr, c'est une forme de continuité, mais ce qui provoque la perte d'autonomie quand même de manière très majoritaire, c'est un état de santé dégradé, notamment des maladies chroniques mal gérées, et qui décompensent de manière itérative dans un système qui n'est de santé tel que le nôtre, qui est mal constitué pour savoir gérer de manière efficace la stabilisation de la maladie chronique et des maladies chroniques. Donc il faut faire attention, on ne peut pas différencier la prévention de la perte d'autonomie de la prévention de santé. C'est vraiment un continuum, c'est un bloc. C'est juste qu'il ne faut pas oublier, quand on fait de la prévention en santé, que le but c'est aussi la préservation de l'autonomie. Ça, là pour le coup, c'est un changement, on va dire, dans la vision de la prise en soin au sens large. Mais c'est quoi les trois leviers? Le deuxième élément, et je vais te dire après, si tu veux des actions, il y a des tas de choses qu'on sait qui fonctionnent. On sait que ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsqu'il y en a plusieurs associés. Tu as parlé de la vaccination. La vaccination, c'est une intervention de prévention qui est celle qui a probablement, l'expression n'est pas jolie, alors dans la bouche d'un médecin, en plus je déteste ce terme-là, mais un retour sur investissement très rapide et très important. Notamment et qui en plus a un élément exceptionnel, c'est que très rapidement aussi, il préserve le capacitaire de santé, notamment le capacitaire d'hospitalisation, notamment pour les maladies respiratoires hivernales. Donc on voit qu'on a des choses qui fonctionnent très bien, et pourtant, ce n'est pas fait. Pour moi, il y a c'est qu'on s'y prend trop tard. C'est-à-dire que le bon vaccination à 65 ans, qui arrive comme ça, a peu de chances de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie, à la base. On a vraiment un sujet de vision globale, de stratégie, y compris de communication en termes de santé publique sur la prévention. Et je reprends l'exemple du vaccin. Le deuxième élément, c'est que pour l'instant, on est au balbutiement de la constitution des parcours d'intervention de prévention sur un territoire donné. Je te fais un diagnostic individuel, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire de la prévention. Donc on va te dire, toi, ce que c'est très bien faire, c'est aussi inclus, par exemple déjà dans un outil de dépistage de fragilité comme les ICOP porté par Bruno et les collègues de Toulouse pour l'ensemble du territoire. Mais une fois qu'on te fait ton diagnostic individuel, on te dit, toi, il va te falloir un peu d'activité physique adaptée. Ça serait bien que tu gères un peu mieux tes émotions, parce que là, tu as un petit niveau d'anxiété. Franchement, apprendre un peu de cohérence cardiaque, faire un peu de TCC, c'est peut-être pas stupide. Tu vois, on te fait la petite carte. Mais on t'envoie où pour faire ça? Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? On t'envoie où sur le territoire? Alors oui, tu vas avoir une espèce de petit machin, on va te dire oui, telle assoce d'APA, elle est pas mal. Quand c'est bien structuré, tu as même l'ARS qui a déjà validé des structures qui sont capables de faire. Mais c'est pas structuré sur le territoire. Et je termine. Ce qui est très important aussi, si on arrive à avancer sur ces sujets de prévention, c'est de jamais oublier l'articulation fine avec les parcours de soins. Parce que si on est bon en prévention, notre espoir à nous, là pour le coup c'est le médecin qui parle, c'est de faire du diagnostic précoce et que donc derrière il faut être en capacité d'articuler ça avec les parcours de soins. Et comment ça s'articule avec le parcours plutôt médico-social?
Juste pour rebondir, ça s'articule aussi pas qu'avec le soin, la santé, mais aussi, Jérôme en parlait, avec la politique du logement. L'adaptation des logements, c'est un des sujets fondamentaux. On sait que la prévention des chutes dans le parcours de perte d'autonomie est un facteur fondamental. Et donc, pour vous croiser tous les deux, finalement, on voit bien que la politique de santé, de prévention en santé et la politique d'adaptation de la société doivent intrinsèquement se lier pour pouvoir construire quelque chose d'efficient. En termes médico-social, aujourd'hui, ça ne vous étonnera pas, on a des tuyaux, des responsabilités différentes entre le département d'un côté, les services de soins infirmiers, les libéraux. Personne ne se parle, on n'échange pas d'informations. À ECOP, c'est l'occasion peut-être enfin de trouver un moyen de rassembler cette information, de la partager. Encore faut-il que derrière on aménage le futur. Mais de mon point de vue, le médico-social aujourd'hui ne répond pas à ce virage démographique. Son organisation est trop datée, elle n'est pas territorialisée. L'idée d'une responsabilité populationnelle où l'on arrive à échanger entre soi, à ce que le parcours, le continuum entre le soignant et l'aide à domicile soit vraiment de façon permanente, anticipée, que les informations s'échangent, c'est la vocation des services autonomie domicile qu'on est en train de créer, mais c'est le tout début. Et donc la vague, elle est devant nous. Donc on doit accélérer massivement, dès maintenant, se poser la question de qui est le plus efficient et aller vers la généralisation. Et on a l'impression qu'on va suffisamment vite? Vous avez l'impression qu'on va suffisamment vite par rapport à tes remarques? Alors, s'il fallait qu'un seul exemple du fait qu'on ne va pas vite, parce qu'il y a un déni de l'urgence de la réorientation de l'ensemble des politiques publiques. Ce déni du vieillissement, c'est d'abord un déni intime de chaque individu qui se prolonge par un déni collectif. Et ce déni collectif, c'est la procrastination gouvernementale des 3 derniers présidents de la République. Parce que, comme le disait Olivier, la démographie est assez tonitruante dans ses prévisions. Le mélange de la démographie et de l'épidémiologie sur la perte d'autonomie, les données sont affreusement connues. Et pour autant, on court toujours derrière. Alors, pour moi, ça s'explique par ce qui est un peu révélateur aussi dans l'échange, c'est l'approche qui c'est ainsi, commence par une approche sanitaire et médico-sociale et qui, Malik l'évoquait à l'instant, méconnaît l'approche populationnelle. Le vieillissement est un phénomène d'abord et avant tout territorial. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est l'endroit où je vis. Comment, à 500 mètres, ce que nous disent les sociodémographes, comment à 500 mètres autour de l'endroit où je vis, j'ai la certitude d'avoir tous ceux de ces services publics et privés qui vont me garantir ce bien vieillir avec les guillemets que je mets autour. Et là, on se heurte en effet à l'extrême cloisonnement. L'adaptation de la société au vieillissement n'est pas du ressort de ceux qui ont à prendre en charge les conséquences d'un vieillissement en mauvaise santé, c'est-à-dire que le département d'un côté ou l'assurance maladie de l'autre viennent faire du curatif, comme on sait très bien le faire, mais la prévention, l'adaptation de la société au vieillissement, c'est la politique des transports, c'est la politique du logement, c'est le lien social et la lutte contre l'isolement, et ces différents sujets, ils sont dans le cloisonnement inhérent à l'organisation française. Celui qui va faire un input en prévention ne va pas en bénéficier en termes d'économie sur la dépense de réparation. Moi, j'étais président de département, j'avais du mal pour faire des économies sur l'APA, parce que j'essayais d'être un bon gestionnaire et d'avoir moins de gens qui basculaient dans l'APA, mais je n'ai pas de compétences directes sur l'adaptation des logements. Et le bailleur social à qui je m'adressais pour dire « essayez de muscler votre adaptation des logements », il me disait « très bien, mais donnez-moi un peu d'argent, vous, département, pour que je fasse de l'adaptation du logement ». Et ça renvoie à une figure, on rentre dans l'année où il va y avoir des élections municipales. Comme souvent sur beaucoup de sujets, moi j'ai une foi, dans mon pessimisme assez généralisé, j'ai une foi dans l'inventivité, l'agilité des élus locaux qui, sur bien des politiques sociales, ont été en première ligne. Et les maires sont notamment en première ligne des sujets relatifs au vieillissement. Et donc s'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est les outiller pour coordonner sur le territoire les politiques du vieillissement dont ils n'ont en réalité jamais la responsabilité, si ce n'est à travers leur CCAS, pour s'occuper des vieux les plus isolés ou en difficulté. Très concrètement, parce qu'il y a plein de gens qui s'occupent sur des politiques comme ça, multifactorielles et transversales, depuis des années, avec des succès divers, mais quand même plutôt allant dans le bon sens. En matière de sécurité, on a fait des conseils locaux de sécurité et prévention de la délinquance qui permettaient aux maires d'avoir le procureur, la police, les services de prévention de la PJJ pour au moins un peu coordonner parce que c'est lui qui est interpellé. Sur un autre sujet, sur l'éducation, on a fait des contrats éducatifs locaux puisque Elisabeth nous a insisté pour qu'on fournisse des propositions. S'il y a une chose qu'à faire, c'est qu'on oblige les communes, ou en tous les cas les plus importantes d'entre elles, à faire
des contrats locaux de la longévité, c'est-à-dire où ils balayent l'ensemble de leur politique municipale ou des politiques conduites par d'autres sur leur territoire pour regarder en quoi ils ont un impact sur le vieillissement de la population. Déjà, pour qu'ils le fassent à l'échelle nationale, à l'échelle locale, ce serait bien que dans le même temps, il y ait le même pilotage à l'échelle nationale. Deuxième proposition que je verse au débat, il faut impérativement qu'il y ait un comité interministériel. Je ne suis pas un fan des comités interministériels et de la comitologie, mais sauf qu'il y a certains secteurs où ça porte leurs fruits. En matière de handicap, depuis des années, il y a une conférence nationale du handicap où tous les 2 ou 3 ans, le président de la République fixe le cap et tous les ans, ou même 2 fois par an, un comité interministériel du handicap qui décline ça. On devrait avoir la même chose, qui est un comité interministériel de la longévité, où tous les ministres, celui des Transports, des Sports et de la Culture, indiquent en quoi, dans sa politique publique, la question du vieillissement est intégrée, parce que là, on verra qu'on active de la dépense sans avoir à y ajouter du crédit supplémentaire, simplement on la flèche dans cette logique de prévention. Maëlig, tu partages parce que ça re-questionne quand même beaucoup l'offre actuelle. Oui, mais en même temps, face à la vague, on est obligé de se re-questionner. On ne peut pas rester dans un système aujourd'hui qui va aboutir à ce qu'on ne prenne plus en charge. Quand on parle du luxe, pour revenir au débat, c'est demain, aurais-je les moyens, moi, de salarier une aide à domicile, 2 000, 2 500, 3 000 euros par mois, parce que ce sera une ressource tellement rare que son prix aura augmenté sur le marché. Et donc, il y aura ceux qui pourront se la payer à titre individuel et les autres. Est-ce qu'on veut de cette société? Je ne crois pas. Donc, il faut qu'on arrive à construire la société qui nous permette d'assumer notre rôle de solidarité. Et celle-ci, on le dit, c'est l'interministérialité. Moi, je crois profondément à ce vecteur local. Les maires, pour moi, sont un échelon indispensable. La planification du logement, si on ne le fait pas avec les maires, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'ils ont besoin d'un acteur au-dessus qui les aiguillonne, qui les pousse. Et le département, à mon sens, sur les politiques sociales, peut avoir cette action d'organisation territoriale, de planification. Ce n'est pas un mot qu'il faut éviter, la planification, ça peut avoir quelques relents communistes, mais pour autant, la planification territoriale sur le volet du grand âge, je pense qu'elle est profondément au cœur des missions d'un département. Il doit les convaincre. Je suis assez surpris quand je rencontre les maires de leur dire « mais monsieur le maire, vous savez qu'en 2030, en 2040, vous aurez plus 30, plus 40, plus 50% parfois de personnes en perte d'autonomie dans votre territoire ». Et ils me disent « il faut que je fasse venir des jeunes ». Je préférais qu'ils me disent comment est-ce que je vais anticiper, est-ce que ma commune est adaptée, est-ce que ma voirie est adaptée, est-ce que j'aurai les soignants aussi nécessaires. Voilà, comment est-ce qu'un maire reprend ça au cœur de sa vision et comment il est outillé pour le faire par le département. Et évidemment sur le logement, pour donner une proposition qui m'est chère, je pense qu'on ne pourra pas promettre à tous les Français qu'ils pourront vivre chez eux, dans leur domicile historique. Mais vivre chez eux, partout où ils seront en capacité de voir simplement avoir une vie jusqu'au bout. C'est pas là l'idée d'aller vers l'EHPAD ou de rester à domicile, c'est ce qu'on appelle l'habitat regroupé, partagé, intermédiaire. Cette capacité à se déplacer de sa maison qui est mal fagotée, où on n'est pas autonome, pour aller dans le centre-bourg et partager soit de la colocation, soit une résidence autonomie avec des appartements, du service. On est plus efficient, on lutte contre l'isolement social. Tu parlais des aidants, gros sujet, hein. Déconjugalisation de notre société. Beaucoup de personnes, notamment des hommes, vont vieillir seuls demain. Famille s'éloigne, on n'aura plus la place des aidants naturels telle qu'elle existait. Donc il faut qu'on réfléchisse avec l'ensemble de cette donnée. D'accord, mais ça... Est-ce que tu n'as pas l'impression, Olivier, que ça bouscule complètement la réflexion qu'on a eue jusqu'à maintenant? Parce que cette approche du bien vieillir avait été quand même très... Le poids du sanitaire avait pris une dimension gigantesque auprès des vieux. Ils étaient en perte d'autonomie, déments, dépendants, déambulants. Enfin, on n'a qu'à regarder la sémantique. On a une sémantique qui est une sémantique qui tue et qui est une sémantique issue du monde sanitaire. Est-ce que toi, qui es un gériatre, qui a été président de la Société française de gériatrie, des propositions de ce type, est-ce qu'elles ne questionnent pas complètement le monde de la gériatrie et nécessitent un repositionnement différent de la gériatrie pour qu'on soit dans une politique du bien vieillir avec cette logique? Ce n'est pas un luxe, mais on essaye de l'offrir au plus grand nombre. Et je te dirais que pour le coup, ma discipline médicale, qui est très agile, qui est toute neuve, en fait, elle est très jeune, la gériatrie, hein, en France, c'est déjà repositionné. Hein. Les travaux de Bruno Vellas avec son équipe du Gérontopole, ce qu'on peut faire chez nous sur une cohorte d'accompagnement par intervention de prévention, enfin, on voit qu'on est plutôt assez leader au sein du monde médical d'ailleurs, par rapport à des collègues qui ont toujours une vision très curative, et c'est normal parce que c'est leur rôle, hein. Je pense aux organistes, comme on dit chez nous, hein, des spécialistes d'organes, mais accessoirement, il faut quand même se rappeler que c'est grâce à eux aussi, et au progrès à la fois dans l'industrie pharma globalement et puis dans la médecine curative d'organes qu'on a pu gagner en longévité. Sauf qu'on paye maintenant, entre guillemets,
les conséquences heureuses de cette augmentation-là de longévité. Et là, pour le coup, on n'est pas préparé. Et que là, c'est vraiment un monde différent dans la vision médicale. Mais les gériatres réfléchissent déjà à travailler de manière très intégrative, bio-clinico-psycho-socio-environnementale. Encore une fois, c'est vraiment comme ça qu'on construit. Parce qu'il y a aussi refais-le. Bio-clinico-psycho-socio-environnemental. Non, parce que médico-psycho-socio, c'était beaucoup trop simple. Et en plus, ça ratait des bouts, notamment tout le sujet de l'explosion de ce qu'on appelle les gérosciences, donc tous ces biomarqueurs prédictifs, soit de maladies, soit d'évolution de maladies, et qui nous permettent aussi de mesurer l'efficacité d'actions de prévention, parce que c'est très important de savoir. Donc on a plein de choses. Et puis la partie environnementale, donc l'exposome notamment, qui est un vrai sujet aussi dans nos trajectoires individuelles de vieillissement, et qui fait le lien, je trouve aussi, entre les deux grandes transitions qui sont face à l'humanité dans les 30 ans qui viennent. Parce qu'on en voit bien une, tout le monde en parle. Là, pour de coup, tu as de la planification stratégique de l'État, voire de la planification stratégique internationale, donc la transition climatique, environnementale et énergétique. Mais l'autre grande transition, la transition démographique. Donc là on s'occupe de la partie haute, en gros, si vous me pardonnez l'expression, le vieillissement du stock. Mais il y a aussi la partie d'entrée, avec l'effondrement de la natalité, parce que tous ces sujets dont on discute de disponibilité de ressources, quelles qu'elles soient, et même si on modifie les systèmes, ça ne marche pas. Moi, je suis en train d'essayer de travailler avec les Coréens du Sud. La Corée du Sud, c'est incroyable. Pour des tas de raisons, leur transition démographique est assez ramassée, assez peut-être très violente, mais c'est globalement ce qui va se passer dans le monde entier dans les 50 ans qui viennent, hors Afrique subsaharienne. De la Corée du Sud, dans 20 ans, la moitié de leur population aura plus de 65 ans, et dans 40 ans, sur les scénarios intermédiaires, ils sont passés de 51 millions d'habitants à 35. Tu as déjà vu une nation qui perdait un bon tiers de sa population en 40 ans? Mais ça ne te fait pas que le sujet de comment on s'occupe d'une manière globale de ta population vieillissante, mais même comment tu mets de l'eau au robinet ou tu mets de l'électricité dans l'ampoule. Ça pose la question, est-ce que c'est vraiment une société qui globalement pourra fournir un bien vieillir, ou finalement est-ce que ça ne va pas être un certain nombre de populations dans cette société? C'est-à-dire qu'il va y avoir la création d'inégalités, non? Comment on va combattre cette inégalité? Et ce qui pose également les problèmes de financement. Parce qu'on voit bien qu'avec ces chiffres, voilà, si on veut que ça reste dans ce que vous évoquez bien, le bien vieillir, une logique sociétale, et pas un luxe, mais finalement c'est pour tout le monde, comment on rentre pour éviter, comment on trouve des leviers qui permettent d'éviter l'inégalité pour qu'on fasse en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre? Alors, ce qui pose des problèmes de financement, Jérôme. J'ai beaucoup insisté sur la dimension holistique, panoramique, transversale du vieillissement dans sa dimension de prévention, mais je ne veux pas non plus éluder la question sur comment on va financer spécifiquement l'accompagnement de ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement à domicile ou en établissement, de manière sanitaire ou médico-sociale. Il y a deux écoles, si j'ose dire. Celle qui consiste à dire « Oh là là, mais les vieux, rendez-vous compte », ils ont globalement les moyens, leur niveau de vie est comparable à celui des actifs, ils sont détenteurs de patrimoine, 75% des plus de 75 ans sont propriétaires de leur logement quand c'est 20 points de moins pour la moyenne des actifs, donc que chacun se débrouille. Voilà. Bon. Ça méconnaît les inégalités qui peuvent exister. Et puis surtout, c'est orthogonal avec une certaine conception de la solidarité nationale et du rôle de la sécurité sociale en son sein. Et puis, il y a l'autre version qui est c'est un nouveau risque social, il doit être donc totalement financé sur le modèle des risques sécurité sociale, avec des cotisations salariales, employeurs, éventuellement des retraités eux-mêmes, etc. Je pense que là, et c'est un peu la raison même d'être de la CNSA et du modèle des prestations qui accompagnent, on est sur quelque chose qui est hybride. Ce n'est pas 100% de la Sécu et ce n'est pas des logiques strictement individuelles. Il faut être un peu inventif. Donc, il faut qu'il y ait un socle qui soit dans le champ de la sécurité sociale. Voilà, et donc, pardon de le dire, mais j'entendais la présentation de ce matin, la Cour des comptes, je le dis à chaque fois, qui n'est pas un repère de gauchistes, nous dit une des dépenses publiques qui doit immanquablement augmenter dans les années à venir, c'est la dépense publique de prise en charge de la perte d'autonomie et de la dépendance. Donc, ne cherchons pas à ergoter, ne cherchons même pas à gagner du temps, parce que le temps perdu est du temps d'investissement, de préparation, de formation, qui nous manquera le moment venu. Et donc, j'évoquais le terme de crise du vieillissement, le jour où ça nous pète à la figure avec la massification, la décennie 2030-2040, on va quasiment doubler presque les plus de 85 ans dans le pays. Donc ça va se voir. Quand on va passer de 2 millions à 4 millions de plus de 85 ans, la plupart sont fragiles.
il n'y a que 20% d'entre eux qui auront des besoins de perte d'autonomie, mais il faut faire en sorte que ça reste à cette prévalence-là de la perte d'autonomie, voire qu'on le réduise, et puis surtout qu'on n'oublie pas tous les fragiles, avec l'idée de se dire il faut qu'ils meurent fragiles, c'est-à-dire avec une société qui ne les fait pas basculer. On parlait de la prévention des chutes et autres. Si la société n'anticipe pas, n'adapte pas, ne s'insurge pas contre les chutes et le fait qu'on a 9 ou 10 000 morts chaque année de chutes de personnes âgées et qu'on se dit c'est une fatalité, tant pis les vieux ça tombe et ça crève. Non, on a été capable en 40 ans de diviser par 4 la mortalité sur les routes, c'est la même chose. Il n'y avait pas de fatalité à ce qu'il y ait 17 000 morts sur les routes l'année de ma naissance et qu'il n'y en ait plus que 3 500 aujourd'hui. Donc, pour parler concrètement gros sous, le truc est entre les deux. Donc il faut socialiser et il faut mobiliser ce qui, à mon avis, est le levier qui permet d'éviter de renvoyer au chacun pour soi individuel en disant c'est toi avec ton patrimoine. Il y a un vilain terme qui s'appelle liquéfaction du patrimoine. En gros, la grosse ressource à mobiliser, je le dis aujourd'hui parce qu'il peut y avoir une tentation à court terme de la mobiliser dans la crise des finances publiques, c'est les droits de succession. C'est-à-dire que s'il y a une justification aujourd'hui et dès le rapport Vacher, au moment de la création de la 5e branche, le disait, il va y avoir 750 000 décès dans les années à venir, il va y avoir des flux successoraux, c'est 400 milliards par an à peu près les flux successoraux, ils ne sont taxés que à 5% en moyenne, il n'y a que 20 milliards de recettes sur les flux successoraux, et là c'est une sorte de mobilisation du patrimoine collectif, on corrige aussi les inégalités parce que ce patrimoine se concentre beaucoup, et donc très concrètement, demain, moi je suis convaincu qu'on peut aller dégager 2, 3, 4 milliards supplémentaires par une augmentation mesurée des frais de succession. Au niveau des successions à titre principal. Après, parce que je suis égalitaire, au niveau des retraités eux-mêmes, voilà, je pense qu'il faut assumer que plus on s'approche du risque de la perte d'autonomie, plus ma contribution doit être mobilisée. Oui, mais ça veut dire que ça apporte deux sujets qui sont éventuellement de la solidarité, non plus intergénérationnelle, mais intragénérationnelle. Intragénérationnelle. Parce que c'est un sujet qu'on n'évoque pas. Qu'en penses-tu de cette solidarité intragénérationnelle ? Mais elle est indispensable. Après, le débat, je trouve, il est souvent mixé entre ce qui relève de la perte d'autonomie du soin et ce qui relève du logement, de l'hébergement. Quand vous parlez aux Français, ils vous parlent du coût de l'EHPAD. Le coût de l'EHPAD, ce n'est pas le coût du soin, très peu. L'essentiel de ce qu'ils payent, c'est leur loyer. Et quand on part en EHPAD, encore, il y a ce mythe chez les Français de se dire je pars dans un établissement sanitaire, du coup, je n'ai pas de loyer à payer. Tant qu'on n'aura pas compris que le jour où on déménage de chez soi pour aller dans un nouveau logement, on y paye un loyer, ce sera compliqué de faire comprendre aux Français que ce n'est pas la sécurité sociale de le garantir. Et donc je pense qu'on peut coupler cette idée de la liquidation du patrimoine, c'est-à-dire vendre sa résidence principale pour assurer son loyer, que ce soit dans l'EHPAD ou dans d'autres formes d'habitat. Et ça permet de financer des niveaux de loyer qui sont plus élevés que ce que vous auriez à votre domicile. Et là, on a une logique d'aide sociale sur les plus démunis, puisqu'on est, comme dans l'EHPAD avec l'aide sociale à l'hébergement, on pourrait très bien imaginer que les collectivités territoriales financent l'aide sociale des plus démunis pour payer leur loyer dans l'habitat intermédiaire, par exemple. Et puis ensuite, il y a la logique du soin. Et là, c'est la branche autonomie, c'est une logique de sécurité sociale universelle. Et normalement, on devrait même s'interroger sur la contributivité des plans APA aujourd'hui, qui est très liée au niveau de revenus. Donc, qu'est-ce qui redéfinit le socle de panier de soins et sur lequel on a besoin de recettes fiscales nationales ou locales, mais je suis plutôt pour ceux qui plaident pour une recette nationale, cotisation, DMTG, enfin, dotation sur les frais de succession. Et donc là, ça finance la partie soins. On doit se rééquilibrer. Qu'est-ce qui relève du reste à charge individuel, y compris sur le portage de repas, sur l'adaptation, les travaux de logement? Ça ne me choque pas de demander à ceux qui ont le plus de besoins de contribuer à l'adaptation et aux travaux de ces logements. Mais avec une place éventuellement quand même de tout ce qui sont les contrats de prévoyance qu'il faut développer. Ton avis, Olivier, sur ces aspects de financement ? Alors, c'est un peu moins mon champ à moi. Oui, mais c'est intéressant d'avoir ton regard par rapport aux patients que tu vois. Oui, Une minute. Une minute là-dessus. Alors, et je vais l'utiliser pour complètement autre chose, parce que j'ai décidé de ne pas te répondre. Sauf à dire à Malik que le sujet de planification, c'est un sujet essentiel et que ça n'est pas qu'un héritage communiste, ça peut être un héritage gaulliste aussi, donc finalement, c'est pas si mal. Et la transformation que l'on a maintenant dans le champ de la longévité, c'est aussi que tous ces sujets-là, on espère bien qu'ils vont coûter moins cher si on est bon maintenant, dans 20 ans, que ce que c'est prévu, quand même. Et puis il y a aussi un effet, attention, d'éteindre à un moment donné, parce que c'est le baby-boom devenu papy-boom, et c'est un temps défini dans l'histoire de l'humanité. Après, il n'y en a plus, s'il n'y a plus de jeunes. Donc ils ne verront pas cela. Et enfin, la partie, je revenais sur la Corée du Sud, quand vous voyez, eux, la vision qu'ils ont de transformation profonde, à la fois sur les sujets santé, autonomie, et sur le sujet productif par la digitalisation de leur monde,
Ça paraît assez incroyable, mais c'est forcément une des hypothèses potentielles de réussir à tenir le choc. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Alors, on va faire la méthode de Patrick, mais je ne vais pas vous donner les mots. Les 3 mots-clés, dans cette logique du bien vieillir, on a vu, dans une logique quand même, finalement, qui refonde toute une logique de société autour du bien vieillir. C'est quoi vos 3 mots-clés? Et tu as parlé de la Corée. S'il y a un pays, tu cites un pays. Les 3 mots-clés, le pays. La Suède, l'anticipation. Et là, tu me prends de court. Le logement, parce que j'en suis persuadé. Et les métiers, l'attractivité des métiers. Olivier? Le Danemark, la planification et l'espoir dans la science. Dans la science. Moi, je suis comme Aurélien Rousseau, ça me fait beaucoup de bien de venir parler ici, dans un moment où on est la tête sur le guidon. Et je vais vous dire un truc, le préalable à tout ça, c'est que vous soyez tous convaincus, mais vous l'êtes déjà, que les vieux ne sont pas une catégorie à part. Dans cette salle, il n'y a que des vieux. Il n'y a que des vieux en devenir. Et le vieillissement, c'est la fragilité universelle. Et donc, si on aborde cette fragilité universelle, on est capable de traiter toutes les autres. Et donc, le seul pays, c'est la France. C'est la France. La France, c'est le pays de l'universalisme. Bravo. Voilà.